Personne n'entrait dans la grande maison sans que le silence ne les avale d'abord. Les candidates au poste d'aide ménagère venaient avec des références impeccables, des sourires polis et des tenues repassées. Elles repartaient en courant, le pas léger, mais le regard marqué, comme si quelque chose d'indicible leur avait interdit de rester. On racontait qu'elles ouvraient pour la porte, faisaient quelques pas sur le parquet qui brillait comme une mer tranquille, puis s'arrêtaient. Elles regardaient dans les couloirs, la table immense, un jardin que l'on devinait depuis la baie vitrée, et puis elles sentaient ce qui se trouvait dans l'air. Une absence qu'on aurait cru pouvoir attraper à la main, l'absence d'une voix, d'un rire, d'un bruit d'enfant qui remplissent une maison. Elles pleuraient, parfois sur le perron, rarement parlaient. Après la troisième candidate, Ricardo avait cessé de payer des annonces. Il laissait le poste vide, confiant l'entretien du foyer à une gouvernante temporaire et à un personnel de nettoyage qui faisait son travail sans jamais franchir le seuil des chambres des enfants. Ricardo vivait dans des images que la plupart des gens regardaient comme dans une vitrine. Un portail automatique, des haies taillées, des camélias toujours fleuris, une voiture qui n'avait pas besoin d'être décrite pour qu'on sache combien elle valait. Pourtant, derrière l'ordonnancement parfait, il y avait la fatigue d'un homme brisé. Depuis la mort d'Helena, il déambulait dans la maison comme s'il apprenait chaque pièce à nouveau, cherchant les traces d'un temps où les rires avaient une place assignée. Il n'était pas le millionnaire caricatural des romans, il était un homme riche en argent, pauvre en réponses. Les photos sur le mur montraient un couple qui avait aimé fort, des mains enlacées sur des plages, des promesses murmurées dans des chambres d'hôtel. Maintenant, ces images semblaient apparties à un autre monde, une autre vie. Au centre de cette maison, dans une chambre peinte d'un bleu pâle, Miguel et Gabriel vivaient comme des statues vivantes. 6 ans et 2 corps qui respiraient, mais qui ne prononçaient pas un mot depuis des mois. Ils bougeaient parfois, suçaient leurs pouces, s'accrochaient au doudou ou regardèrent les oiseaux depuis la fenêtre, mais la parole, qui façonne le monde en récits partagés, leur avait été retirée comme si quelqu'un avait fermé un robinet. Parfois, l'un des garçons laissait échapper un son, un souffle, que la gouvernante interprétait comme un début de son. La joie qui suivait était toujours mitigée, puisqu'elle s'éteignait vite. On sentait dans la maison l'effort des adultes pour combler ce vide. Des séances avec des spécialistes, des jouets éducatifs, des phrases répétées en chuchotant. Rien pourtant ne semblait rompre la barrière. Les rumeurs sur la maison avaient enflé, prêtes à avaler l'ennui d'un quotidien sans voix. « Il y a quelque chose dans cette maison », disait la voisine du jardin d'en face en secouant la tête, comme si elle n'avait pas le droit d'en parler davantage. Mais cette maison, malgré sa beauté affichée, avait besoin d'une présence qui n'était pas là. Quelqu'un qui saurait traverser le silence sans s'effrayer, qui saurait poser une main et laisser le monde se réajuster. Les candidates avaient fui parce qu'elles n'avaient pas su rester. Anna Clara allait rester parce qu'elle n'avait pas le choix. Anna Clara venait de ce monde où les choix n'avaient rien d'abscon. Il fallait payer le loyer, il fallait nourrir Béatrice, sa petite fille de 4 ans, qui avait l'habitude des nuits, à la lueur d'une ampoule fatiguée. Elle connaissait la peur des factures et la faim muette. Elle n'avait pas d'annonce ni de réseau. Elle avait des heures de ménage, une promesse de salaire que l'on lui avait faite par téléphone et une valise usée où dormaient 2 chemises. Son ventre se contracta quand elle passa sous le portail riche et sentit la température changer, comme si l'air lui-même était mieux habillé. Elle sentit le parfum du bois ciré, l'odeur presque métallique des grandes fenêtres qui gardent la lumière mais pas les mots. Elle avait pris ce travail parce qu'elle devait le prendre. On ne devient pas une femme de ménage dans la maison d'un millionnaire pour se chercher des philosophies. On le devient parce que sa fille mérite des croissants le matin. Une blouse propre pour l'école, parce qu'il y a une inquiétude qui ne dort pas au fond d'un portefeuille vide. Elle fut accueillie par la gouvernante en place, une femme à la posture droite, aux gestes mesurés. « Le contrat, les horaires, les règles », dit-elle d'une voix administrative, laissant entrevoir que la maison avait ses codes. Anna Clara acquiesça, essuyant une goutte de pluie imaginaire du revers de sa main. Il peut pleuvoir autant que nécessaire. C'est l'intérieur qui compte lorsqu'on veut garder un travail. On la conduisit aux chambres des enfants, pour qu'elle voie où se déroulerait l'essentiel de sa tâche. Le couloir s'ouvrit et révéla 2 lits, 2 doudous, 2 petites bibliothèques remplies de livres rangés dans le seul ordre qu'ils connaissaient, l'ordre silencieux. Les jumeaux la regardèrent, mais sans curiosité immédiate. Ils la purent, ses petits yeux clairs, mais sans cette vivacité que l'appétit d'un enfant offre à tout objet nouveau. Anna Clara sentit ses mains devenir moites. Elle savait manier les balais et les chiffons, elle savait comment plier une serviette et comment plier sa fatigue pour ne pas la laisser prendre l'espace du travail, mais elle ne savait pas parler au silence d'un enfant. Elle qui parlait avec Béatrice pour raconter les couleurs du ciel, pour inventer des chansons, pour faire repeupler la maison de mots, se trouva devant un vide qui semblait se défendre contre toutes les tentatives. Alors elle fit ce que ses mains avaient toujours fait. Elle approcha, lentement, sans geste brusque.
Elle posa la paume de sa main sur la joue de Miguel, un geste simple, presque banal, la sensation du bout des doigts sur une peau chaude. Gabriel, de l'autre côté du lit, leva la main aussi et toucha la joue d'Anna Clara. Leurs doigts restèrent quelques secondes, comme s'ils cherchaient quelque chose de concret, une adresse, un nom, une certitude. Puis leurs yeux se remplirent de larmes. Elles roulèrent, silencieuses, sur des joues d'enfants, et la maison, qui était devenue un sanctuaire de retenue, sembla se fissurer. Anna Clara recula d'un pas, prise d'un vertige qui n'était pas de la surprise exactement, mais d'un effondrement intérieur. Elle n'avait jamais vu un cri muet prendre forme aussi clairement. Les respirations devinrent des vagues. Le personnel présent échangèrent des regards incrédules. Ricardo arriva alors, un manteau jeté sur son épaule, l'expression d'un homme qui avait appris à vivre au bord d'un abîme. Il se figea en voyant la scène, ses deux fils en pleurs, tenant la main d'une étrangère. Il approcha, lentement, comme on approche d'un animal blessé. Ses mains tremblaient, et, pour la première fois depuis longtemps, il sembla chercher la voix de l'un des garçons. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, la voix rugueuse d'émotion. « Je m'appelle Anna » répondit-elle, la voix basse. « Je suis la nouvelle aide ménagère. » Il la regarda comme si, dans son regard, il devait trouver une explication sociale au miracle qui venait de se produire. Miracle n'était pas un mot qu'aucun des adultes utilisait. C'était trop fort, trop sacré. Mais l'idée qu'un simple contact humain ait suscité une réponse chez des enfants muets était encore plus étrange que n'importe quel autre mot. Les jours suivants furent un montage de gestes, de menus devoirs et d'une proximité qui ne se disait pas. On confia à Anna Clara la préparation des repas, le rangement des livres, la lessive des petites chemises. Elle a pris la route pour déposer les jumeaux à la crèche du domaine lorsque les rendez-vous médicaux s'intensifièrent. Elle établit une routine discrète. Un brossage de cheveux, un chapitre de lecture, 2 biscuits partagés dans l'ombre complice d'une baie vitrée. Et chaque fois qu'elle posait sa main sur une joue, qu'elle essuyait une petite larme, il y avait une reconnaissance diffuse dans les gestes des garçons, comme si ses doigts savaient une chanson oubliée. Gabriel commença à répondre par de légers « ok », Miguel par des petits rires sans bruit qui illuminaient tout le monde. Mais les mots restaient verrouillés. Les adultes parlaient à voix basse d'un possible progrès. À l'intérieur, chacun savait la fragilité de ses avancées. Elles pouvaient s'évanouir comme des bulles. Anna Clara, elle, n'interprétait rien comme une victoire définitive. Elle vivait ses jours avec une étonnante fragilité, contente, épuisée, inquiète. Parfois, la nuit, elle se réveillait au son d'un moteur loin et pensait à Béatrice qui dormait dans un petit appartement à l'autre bout de la ville. Elle lui écrivait des notes sur des bouts de papier, collait des dessins sur le frigo de la maison riche, comme si ces papiers d'enfant pouvaient traverser des routes et des mondes. Mais ce qui commença à ronger son esprit n'était pas seulement l'attachement qui se tissait entre elle et les garçons. C'était une mémoire, une image qui revenait par éclats, une image du passé qu'elle avait enfouie pour tenir debout. Le jour où elle trouva l'album, la maison était silencieuse d'un silence cérémonial. Les fenêtres laissaient entrer une lumière douce, presque éteinte. En époussetant une étagère qui n'avait connu que des mains précautionneuses, elle sentit un coin de papier sous une pile de photos. Elle retira une boîte et, dans un geste sans réfléchir, l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un petit carnet, des rubans et une enveloppe scellée portant la mention d'un hôpital. Anna Clara sentit son cœur se serrer si fort que son souffle manqua. L'écriture sur l'enveloppe ressemblait à celle d'Helena. Elle avait vu ces boucles dans des lettres adressées autrefois lors des anniversaires, lors de fêtes qu'elle avait nettoyées, et savait que chaque détail d'Helena avait été soigneusement choisi. Elle prit la feuille et la déplia avec des doigts tremblants. Un certificat de naissance, une date, un lieu, le nom des 2 garçons. Son monde, jusque-là si ordonné à la tâche, vacilla contre un souvenir qu'elle avait essayé d'oublier. Le jour où elle avait accouché, il y avait 2 bébés dans la chambre, délicatement posés dans leur couveuse, et quand la salle s'était vidée d'une certaine tension, on lui avait rendu un bébé. Elle avait tenu ce bébé, avait pleuré, avait juré de l'aimer, l'avait fait grandir, mais la silhouette d'un 2e petit corps l'avait hantée, comme une pièce manquante dans un puzzle qu'on laissait sur la table. Elle s'était dit que la douleur était la douleur d'une jeune mère pauvre, que l'explication devait être quelque chose qu'elle refusait d'affronter, la fatigue, la confusion, le manque. Pourtant, devant l'enveloppe, devant le nom de l'hôpital, quelque chose se défit. Ce soir-là, elle ne dormit pas. Elle grava dans sa mémoire les mots de l'enveloppe, les chiffres de la date qui correspondaient à ceux inscrits sur le livret de sa fille Béatrice, et sa pensée fit le lien. Et si la question resta en suspens, plus lourde à chaque respiration. Elle se demandait comment dire cela à quelqu'un, si elle devait le dire à Ricardo, si elle devait le dire à l'hôpital, si elle devait seulement le penser et le laisser s'étouffer sous le poids des tâches quotidiennes.
Ce n'est pas que l'idée d'un échange de nouveau-nés lui sembla évidente. Les hôpitaux font des erreurs, on le sait, mais on n'en parle pas comme s'il s'agissait d'un fait brut. Elle tourna la feuille entre ses doigts, relut le nom des garçons, soupçonnant la possibilité d'un abandon de mémoire subconscient. Si elle se trompait, sa vie s'effondrerait. Si elle avait raison, tout ce qu'elle avait construit pourrait être kidnappé par un papier et une décision administrative. Elle avait peur des conséquences, mais surtout, elle avait peur de laisser les garçons arpenter la vie sans savoir à qui appartenait vraiment leur affection. Le lendemain, elle alla au travail comme si de rien n'était, mais ses mouvements étaient un peu plus lents, comme si l'ombre des mots la suivait. Elle nettoya les chaises, remit en ordre la chambre d'Helena, fit un détour pour repasser les petites chemises des garçons. Ricardo la regardait souvent, une inquiétude muette dans le coin des yeux. Parfois, il déposait des choses sur la table, un livre, une plante qu'il savait qu'Helena aurait aimée. Une fois, il s'assit près d'elle et dit simplement « Merci ». Il y avait dans sa voix un mélange d'admiration et de crainte, comme si chaque geste humain dans cette maison était une petite réparation fragile. À la pause déjeuner, Anna-Clara reçut un coup de fil de la garderie de Béatrice. La petite avait un léger état fébrile. La mère de Béatrice, sa propre mère, avait téléphoné aussi, la suppliant de rentrer si possible. Elle sentit l'horizon de sa journée se réduire. Elle se leva, prit la main du petit Miguel sans réfléchir, il serra la sienne comme si elle devait partir. Ce contact lui brûla la peau et la tête et la ramena à la décision qu'elle avait prise la nuit. Elle ne pouvait pas rester avec l'incertitude. Elle se rendit à l'hôpital le lendemain matin, avant que les rendez-vous de Ricardo ne prennent la journée entière. L'établissement semblait identique à celui qu'elle connaissait, une odeur de désinfectant qui nettoie les peaux tout en laissant un arrière-goût de peur. À la réception, elle expliqua qu'elle recherchait des archives, une certident, un envoi de documents anciens. Son français tremblait davantage dans un milieu où la bureaucratie a des veines froides. On lui demanda une pièce d'identité, une preuve de lien, puis on parla de délai. Elle explique sa situation sans tout dire. Elle voulut simplement vérifier une date, un nom. L'employé d'accueil prit son stylo, nota, et la regarda comme on regarde un passage anodin. La première personne à qui elle parla vraiment fut la coordinatrice, Dotra Marcia, responsable des archives de maternité. Une femme d'âge mûr, aux cheveux trempés d'un chignon défait, aux yeux fatigués par des années de demande. Elle la fit asseoir dans un petit bureau et prit un dossier, l'ouvrant avec un air d'habitude pesante. « Ce genre de vérification prend du temps », dit-elle en faisant tourner une tasse de café. Anna-Clara sentit son propre rythme cardiaque accélérer. Quand elle mentionne l'enveloppe, le nom de l'hôpital, la date, Dr. Marcia fronça les sourcils, puis sembla chercher autre chose sur son visage. La compassion ou l'incrédulité. Elle posa des questions précises, non pas intrusives, mais nécessaires, et Anna-Clara répondit comme on donne des pièces à un mécanisme. Elle raconta qu'elle avait accouché ici, qu'elle se souvenait de 2 bébés dans la salle, qu'elle avait emporté un seul enfant, que sa fille actuelle, Béatrice, portait sur son livret la même date. Dramarcia prit des notes, directement, laissant des mots imprimés comme de petites balises. Au bout d'1 heure de recherche, Dramarcia revint avec un dossier plus épais que ce qu'elle avait espéré. « Il y a des erreurs, parfois, » dit-elle d'un ton légèrement plus bas, comme si chaque mot était un pas sur une pente fragile. Puis, après un long silence, « Nous avons trouvé des indications d'un échange de nouveau-nés non expliqué dans nos registres, datant de cette période. Ce n'est pas courant, mais il existe, oui. » Elle parlait avec la lenteur d'une femme qui ne souhaite ni provoquer, ni nier une douleur. Ses mains tremblèrent légèrement lorsqu'elle posa la photocopie d'un document devant Anna-Clara. Les noms y figuraient, la même date, une annotation à la marge, évoquant une confusion dans l'attribution des berceaux, une note administrative en apparence anodine, mais qui, pour Anna-Clara, devint une bombe. Les mots ne possédaient pas encore leurs conséquences. Ils étaient des signes posés au milieu d'un terrain miné. Dr. Marcia prit son temps pour expliquer. Il y avait eu, il y a des années, une série d'erreurs dans cette maternité. Des bébés pris en charge par le mauvais personnel pendant des périodes de surmenage, des brassards échangés par inadvertance. Elle insista sur le fait qu'on ne pouvait pas affirmer tout de suite ce que signifiaient ces lignes. La bureaucratie a la prudence comme religion. On ne crie pas « échange » au premier signe. Pourtant, lorsque la page tourna, lorsque la réalité s'était assise sur la table entre elles, il y eut un moment où la respiration d'Anna-Clara se perdit. « Que faut-il faire maintenant » demanda-t-elle, la voix étrangement calme. « Il faut signaler officiellement la demande d'accès aux archives, d'abord, et nous devrons ensuite demander un examen plus complet, » répondit Dr. Marcia. « Il y aura des procédures, des formulaires, des témoins éventuellement. Nous pouvons vous aider à entamer cette démarche, mais je vous préviens, cela peut être long, et cela peut faire du mal. Il n'est pas certain que tout soit clair à la fin. » Ces mots étaient comme des pierres que l'on pose sur un pont fragile.
Il pouvait soutenir une traversée ou casser l'édifice. Anna Clara pensait à Béatrice, à la façon dont sa fille prononçait mal certains mots, à ses petits pieds qui tombaient souvent mais se relevaient toujours. Elle pensait aussi à Miguel et Gabriel, à leurs mains tièdes sur son visage, à l'étrangeté de ce lien qui n'avait pas encore de nom. Elle pouvait refermer le dossier, rentrer chez elle et garder le secret comme un trésor amer, ou elle pouvait ouvrir cette boîte et laisser la vérité, quelle qu'elle fût, laisser son sillage. La coordinatrice souleva la tête et la regarda, avec une honnêteté lourde. « Vous devez décider. Nous ferons ce que vous demanderez. » Anna Clara quitta l'hôpital avec des photocopies serrées contre sa poitrine. À l'extérieur, le soleil semblait avoir une couleur différente, une nuance qui trahissait le mouvement du vent. Elle pensa aux conséquences, au banc de l'office de justice, et à la façon dont les gens se battent pour des droits qui paraissent absolus. Elle pensa à la grand-mère, à Margaret, sur qui les rumeurs pesaient déjà comme une main qui veut tout garder pour elle. Elle pensa à Ricardo, qui avait vu ses fils pleurer sur sa paume il y a si peu de temps qu'il l'en avait presque oublié. Et elle pensa encore une fois à la petite Béatrice, qui allait grandir avec des questions qu'elle n'avait pas le droit de poser sans mettre en branle un monde entier. Sur le chemin du retour, la ville lui paraissait double, la place où elle avait vécu des années et la route qui menait à une maison qui abritait des richesses et des silences coûteux. Elle serra les papiers contre son cœur comme on serre un morceau de vérité brûlant. Elle savait que la prochaine étape, raconter ce qu'elle venait d'apprendre, serait la plus dangereuse et la plus fragile. Elle prépara sa parole comme on prépare un voyage incertain, avec des vêtements chauds, un sac pour dormir au cas où, et une résolution qui n'était pas encore de l'assurance, mais qui portait en elle la clarté d'une flamme. Si cette découverte avait secoué Manuel au fond de son âme, elle avait aussi besoin d'un public. Restez jusqu'à la fin pour savoir ce qui va se passer ensuite. Ce que vous entendez maintenant n'est que le début d'une histoire où amour et preuve vont se heurter. De retour à la maison de Ricardo, la nervosité flottait dans l'air. Anna Clara n'osa pas ouvrir l'enveloppe devant les enfants. Elle la rangea dans la poche intérieure de sa veste et alla d'abord chercher Béatrice au petit appartement qu'elle partageait avec sa mère. La fillette accourut dans ses bras en criant un prénom inventé. Béatrice avait pour elle la simplicité d'un soleil de dimanche. « Maman » dit-elle, et l'unique mot coulait, lumineux et naturel. Contraste frappant avec le silence des jumeaux. Anna Clara sentit sa gorge se nouer. Elle voulut lui offrir un biscuit, un jouet, un conte qui repousserait la question qu'elle n'avait pas encore envie d'entendre. La nuit qui suivit fut peuplée d'images, les deux couches côte à côte dans son souvenir d'hôpital, la photocopie, le regard de Dotra Marcia, les mains tièdes des garçons. Elle écrivit une note à Ricardo. Elle ne savait pas comment dire les choses sans déclencher une tempête. Mais elle devait le faire. Il était le père des enfants dont on parlait, même si la paternité n'explique pas tout. Au petit matin, elle posa la photocopie sur la table du salon, à la vue de tous. Ricardo la vit, et ses doigts se refermèrent sur la feuille, comme sur un couteau froid. Il lut, relut, puis leva les yeux. « Tu es sûr ?» dit-il d'abord sans autre émotion que l'épuisement. « La coordinatrice a dit qu'il y avait des indications ?» répondit Anna Clara, la voix ferme mais très basse. « Elle m'a dit qu'il faut ouvrir une enquête. Je n'ai pas de preuves définitives, mais ce papier est une piste. » Il s'assit lourdement sur le canapé, l'espace entre eux contenant la ville entière. Il pensa à Helena, au carnet qu'elle tenait parfois, aux pages où elle notait ses inquiétudes. Il pensa à sa mère, Margaret, qui n'avait jamais approuvé tout ce relâchement de tendresse sans contrôle. Il pensa au regard de Gabriel, au rire muet de Miguel. Les pièces du puzzle s'alignaient, mais refusaient de former une image nette. « Oh, si c'est vrai, dit Ricardo enfin, nous devons faire cela proprement. Pas de drame public, pas de déclaration hâtive. Si nous devons entamer une démarche légale ou administrative, nous le ferons par les voies appropriées. Mais je ne veux pas que les enfants souffrent à cause d'un conflit d'adultes. » Sa voix, étonnamment calme, trahissait la même peur que la sienne, la peur de briser le tissu fragile qui maintenait les enfants dans le monde. Anna Clara le regarda. Elle vit dans ses yeux autre chose que de la richesse, de la fatigue, du regret, et une volonté aussi de protéger ce qu'il restait d'équilibre. Ils convenirent donc d'une chose, avancer prudemment, pour les enfants d'abord. Anna Clara savait qu'elle risquait de perdre son travail, de réveiller des colères, mais elle savait aussi que garder le silence reviendrait à trahir la vérité, et peut-être elle-même. Les jours suivants furent lents et tendus. On fit appel, à la demande de Ricardo, au service social pour une évaluation. L'assistante sociale vint, passa du temps dans la maison, observa les routines, écouta les silences. Elle rédigea un rapport patient qui notait le lien visible entre Anna Clara et les garçons, la façon dont les repas étaient repartagés, comment la filiation émotionnelle se construisait à la main. Les rapports administratifs inscrivent des réalités dans des cases. Ils ne gardent pas la chaleur d'un regard, mais ils font office de traces. Dans son rapport,
L'assistante sociale écrivit des phrases neutres pleines de tendresse. Relation d'attachement entre la travailleuse et les enfants manifestes. Risque psychologique à l'instabilité potentielle. Des mots qui, lus plus tard, pèseront lourd. Anna Clara remit les documents de l'hôpital à Ricardo et, de son côté, demanda une seconde rencontre avec Dr Marcia pour entamer la procédure d'enquête officielle. La coordinatrice accepta de collaborer, mais elle lui rappela encore que l'institution avait ses propres défenseurs, ses dossiers perdus, ses témoins qui avaient peut-être changé d'avis avec le temps. On ne réécrivait pas l'histoire sans que des parties n'aient à perdre la face. Elle l'informa aussi d'un élément dont Anna Clara avait jusque-là craint la mention. Il y avait une femme, autrefois employée à la maternité, qui se souvenait d'une agitation étrange ce jour-là, une confusion due à des shifts trop nombreux et à du personnel fatigué. Cette femme, si elle était retrouvée, pourrait être une clé. Mais la mémoire humaine n'est pas un coffre. Elle s'use et se répare à sa guise. Alors les jours se remplissaient d'entretiens, de regards, de choses qu'on murmurait dans des bureaux. On prit des photos, on signa des formulaires. Ricardo appela discrètement un avocat pour le conseiller. Anna Clara sentit la distance se creuser malgré l'accord tacite de protéger les enfants. Margaret, la grand-mère maternelle, fut informée par un appel discret. Sa réaction fut immédiate. Colère froide, un protectorat instinctif vers l'idée du sang. On sentait poindre la bataille, non pas parce qu'elle était déjà consommée, mais parce que des intérêts humains entrent en collision quand la filiation se met en jeu. Chaque personne autour d'eux commença à choisir son camp, non pas toujours par amour ou par haine, mais par peur, par mémoire, par instinct. Une nuit, alors que la maison s'enfonçait dans un tunnel de sommeil agité, Anna Clara ouvrit la valise où elle rangeait les papiers et relut les photocopies. Elle pensa à la façon dont la vérité, une fois tirée au clair, oblige à faire des choix. Elle avait tenu Béatrice dans ses bras, la regardant grandir, chantant pour elle une chanson de geste qu'elle avait inventée. Elle avait renoncé à tant de choses pour cet enfant. Et maintenant, cette décision pouvait être remise en question par un tampon administratif. Elle se surprit à mesurer son amour, non pas comme une monnaie d'échange, mais comme un poids qui alourdissait sa conscience autant qu'il la soutenait. À l'aube, Ricardo frappa à la porte de sa chambre. « Il faut parler à Margaret », dit-il, comme s'il venait d'ouvrir une porte interdite. Il y avait dans sa voix un mélange d'appréhension et de résolution. On sentait que la maison, avec ses couloirs lustrés et ses fenêtres propres, allait s'ouvrir désormais à des tempêtes dont personne n'avait mesuré la violence. Les deux adultes s'assirent, les papiers entre eux, et comprirent que tout allait changer. Les jumeaux, ignorant des débats qui se trameraient autour d'eux, jouèrent d'un côté avec un train en bois, poussant les wagons silencieusement, tissant un monde sans mots où la main d'une femme avait rallumé une part de leur lumière. La première partie de l'enquête venait d'être amorcée, mais la maison, malgré ses apparences, savait déjà qu'elle ne refermerait plus ses blessures aussi facilement. Des voix se préparèrent pour l'affrontement, et une vérité, qui pouvait être douce ou cruelle, se tenait prête à exiger des décisions. La nuit retomba, lourde comme un rideau, tandis que, quelque part dans l'obscurité, Anna Clara marmonna le prénom de Béatrice, et les garçons, dans leur lit, serrèrent leurs doudous comme des promesses qu'ils ne comprenaient pas encore. Partagez, si vous pensez qu'une mère se définit par l'amour, pas par le sang. Dites dans les commentaires ce que signifie pour vous être une famille. Le lendemain, à l'heure où la maison commençait à reprendre ses activités habituelles, le téléphone sonna. C'était Dr Marcia. Sa voix derrière la ligne portait le poids d'une information nouvelle. Une ancienne employée se souvenait peut-être d'un détail qui n'apparaissait pas dans les dossiers. Anna Clara sentit son cœur s'emballer. Dans les bureaux administratifs, des tiroirs s'ouvraient, des noms revenaient. Le monde qu'elle connaissait se mettait à changer de direction. Il restait tant à découvrir, des témoins à interroger, des souvenirs à confronter, des décisions à prendre. Mais surtout, il restait une chose fragile et précaire, la vie des enfants, faite de gestes et de mains, de renouvellement et de peur, de besoins qui n'attendaient pas que les adultes se fassent justice. Et dans la cuisine, tandis qu'un café refroidissait sur la table, Béatrice dessina une maison en couleur et écrivit, maladroitement, « Famille » en haut de sa feuille. Anna Clara la prit dans ses bras sans chercher à effacer les doutes qui la rongeaient. Elle savait qu'elle allait devoir traverser des mers de papier et d'arguments. Mais avant cela, elle devait tenir, encore et toujours, les mains qui s'agrippaient à elle. Les jumeaux, du haut de leurs 6 ans, dormaient toujours sans son. Pourtant leurs doigts avaient retrouvé quelque chose grâce à une main posée. Une main qui venait d'un monde qui avait peur aussi, mais qui avait choisi d'aimer. Le téléphone d'Anna Clara vibra encore dans la poche, alors qu'elle remettait la photocopie dans la poche intérieure de sa veste. Dr Marcia avait parlé d'une ancienne employée qui pourrait se souvenir. C'était peu, et c'était tout. Elle sentit que, pour la première fois depuis des semaines, quelque chose se mettait en marche qui n'allait pas s'arrêter d'elle-même. La semaine qui suivit se déroula comme un film ralenti.
Des gens qu'elle n'avait jamais vus parcoururent la maison à pas discrets. Une avocate au sourire poli, un enquêteur privé envoyé par Ricardo, un policier administratif venu pour constater des pièces. On prit des photos des lits des garçons, des étiquettes des vêtements, des carnets de santé, tout ce qui pouvait exister de preuves matérielles. Cela ressemblait parfois à un rituel de domestication du passé. On mettait des choses en ordre pour qu'elles cessent d'être menaçantes, mais la vérité ne se laisse pas ranger. L'ancienne employée se nommait Lucia. Elle vivait dans un quartier excentré, dans un petit appartement dont les rideaux laissèrent de passer une lumière terne. Quand Anna Clara la rencontra, Lucia avait des mains anciennes et des yeux qui semblaient sortir d'un autre temps. Elle se souvenait peu des visages, le travail à la maternité avait effacé les contours, mais elle se souvenait d'un matin de chaos où les shifts s'étaient télescopés. Elle disait les choses comme on égrène un chapelet. C'était plein. Les infirmières couraient. On avait mis des noms sur des fiches, vite fait. Une berceuse s'est arrêtée. Je crois que j'ai déplacé un berceau. Elle hésitait sur certains détails, corrigeait sa mémoire en la racontant. Sa voix était celle de quelqu'un qui n'aimait pas réveiller des douleurs, mais comprenait, par l'âge, que la vérité tient parfois à des oublis. Son témoignage, fragile, devint pourtant une pièce cruciale. Elle décrivit des brassards qui tombaient, des échanges confus entre deux soignantes épuisées, des enregistrements manquants dans un moment précis de la journée. Elle ne disait pas que c'était une preuve formelle, elle racontait une chaîne d'événements qui, mise bout à bout avec les documents retrouvés par Dr Amarcia, formaient un tableau plausible d'erreurs. On prit note de ses noms, de ses horaires, et on chercha d'autres témoins. L'enquête, lente et prudente, avança par petits bonds humains, un souvenir fragile ici, une photocopie oubliée là, plutôt que par la clarté d'un aveu. Margaret sut tout avant même que l'affaire n'apparaisse sur le bureau d'un avocat. Les nouvelles circulent dans les cercles où l'on parle encore à voix haute. Elle arriva à la maison de Ricardo le jour où l'avocate de ce dernier proposa une stratégie de précaution, éviter la guerre médiatique, demander des experts, préparer un dossier cruel et propre. Margaret entra d'un pas sec, vêtue d'un manteau d'hiver, même si la saison n'y obligeait pas. Sa bouche se crispa en voyant Anna Clara. Il y eut un échange d'yeux plus que de mots. Margaret n'était pas là pour la civilité. Elle était là pour la réparation d'un ordre auquel elle avait droit. « Vous n'auriez pas dû garder le silence » dit-elle directement. Sa voix était moins colère que revendication. Des siècles de droit familial ne s'écrivent-elles pas avec le sang ? Anna Clara sentit ses doigts se fermer autour de la photocopie dans la poche. Elle répondit sans trembler, parce que quelqu'un lui avait appris que la peur ne donne pas de bonnes paroles. « Je n'ai rien gardé, j'ai trouvé un papier. Je suis venu l'apporter. Je veux seulement que la vérité soit connue, pour les enfants. » Le ton se durcit. Margaret parla de devoir moral, de lien du sang. Elle s'appuya sur des mots qui, dit autrement, signifiaient qu'elle était prête à tout pour que sa petite fille revienne à la maison. On sentit alors l'un des axes de la lutte. L'idée qu'un enfant appartient à la lignée sanguine face à l'idée que la parentalité se tisse au quotidien. Les deux parties croyaient défendre l'intérêt des enfants, et chacune avait des raisons de penser qu'elle savait mieux. Dans les jours qui suivirent, la maison devint un théâtre d'attente. Visites d'avocats, réunions pour préparer des plaintes, rendez-vous avec l'assistante sociale. L'assistante sociale venait désormais plus souvent, observer les routines, parlait aux enfants de manière indirecte, laissait des jeux et notait les réponses dans des carnets. Elle rédigea un rapport étoffé qui, read carefully, pesait lourd. On y lisait des phrases mesurées et lourdes à la fois. Attachement manifeste entre Anna Clara et les jumeaux, stabilité affective démontrée, risque potentiel d'aliénation si séparation brutale. Ces mots allaient servir plus tard à construire une argumentation autour du meilleur intérêt des enfants. Ricardo, de son côté, se trouvait coincé entre deux loyautés. Il aimait Elena encore comme on aime ce qui est parti sans laisser d'explication, et il aimait ses fils avec une pitié brûlante. Sa relation avec Anna Clara était façonnée par un mélange de reconnaissance, de dette morale et de fatigue. Il s'asseyait souvent seul, la nuit, et relisait le carnet d'Elena qu'il avait trouvé derrière un tableau. Les pages, griffonnées parfois à la hâte, révélèrent des pensées fragmentées. Des doutes sur son propre rôle de mère, une peur qu'elle n'osait exprimer, une note répétée sur une inquiétude vague concernant les enfants. Il y avait des mots d'amour, des admonestations, des petites listes de choses à faire. Rien d'absolu, mais assez pour convaincre Ricardo que la vérité avait été portée d'une manière ou d'une autre, à l'intérieur d'une intimité qui n'était pas toujours confortable à exposer. Quelques extraits du carnet d'Elena furent relus doucement par Ricardo, comme on feuillette un album funèbre. Ils étaient courts, intimes, personnels. Ils pleurent parfois à l'intérieur quand je leur parle. Je sens parfois que je ne suis pas tout à fait la bonne personne. Si je m'absente, que restera-t-il de nous ?
Ces phrases ne disaient pas qu'elle avait commis un acte, ni qu'elle avait eu la certitude d'un échange. Elles dessinaient plutôt la silhouette d'une femme inquiète et fragile. La lecture de ces notes fit naître chez Ricardo une douleur ordinaire, la culpabilité de ne pas avoir vu ce que la personne aimée cachait. Pour Anna Clara, l'enjeu était plus concret et plus cru. Elle préparait les auditions, elle collectait les papiers, elle cherchait un avocat qui ne la jugerait pas pour son origine sociale, mais qui saurait défendre l'évidence de son attachement. On lui proposa parfois des stratégies agressives, des ultimatums à Margaret, des campagnes de légitimité contre l'idée même de sang. Elle refusa. Sa stratégie fut toujours simple, montrer la vie qu'elle donnait et prouver par des faits concrets que Béatrice était aimée et que la séparation serait dangereuse. Son avocate, une femme aux traits doux mais au regard acéré, comprit parfaitement que le cœur de l'affaire se jouerait dans les détails du quotidien. On prépara la demande au tribunal. Les avocats échangèrent des lettres, déposèrent des requêtes, réclamèrent des délais. Les procédures paraissaient longues, froides. Chaque signature faisait surgir un nouveau flot d'appréhension. Anna Clara hésitait parfois, se demandant si elle n'aurait pas dû se taire, si l'amour qu'elle donnait suffirait. Mais les enfants avaient besoin d'elle. Béatrice avait besoin de stabilité. Et Miguel, Gabriel, bien qu'il ne parle pas encore tout à fait, avait pris racine autour de ses gestes. Les auditions préalables se déroulèrent loin des caméras, dans des salles neutres. L'assistante sociale lut son rapport à voix posée, le ton professionnel qui rend la tendresse acceptable dans un document officiel. Dr Marcia exposa la découverte des archives et le témoignage de Lucia. La représentante de Margaret parla avec fermeté de l'importance du lien biologique, évoquant « le droit des enfants à appartenir à leur lignée », des mots rapportés souvent par des gens qui confondent le droit et la certitude morale. Les témoignages n'étaient pas spectaculaires. Ils étaient documents, notes, souvenirs. Mais l'accumulation formait un dossier. Un après-midi, alors qu'Anna Clara attendait dans la salle d'un petit cabinet pour une simulation d'audition avec son avocate, elle se surprit à repenser à la première fois où elle avait touché les joues des garçons. Elle revit la poussière bleue de la chambre, la pause des adultes, la larme silencieuse. Dans sa tête, des images défilèrent. Béatrice, âgée de quelques semaines à peine, avec sa tête penchée vers le sein d'une mère épuisée. Elle se souvint aussi de son propre regard ce jour-là, jeune et déterminée à tenir debout. Ses souvenirs l'ancrèrent. Ils devinrent la matière de sa défense. Pas des arguments juridiques, mais la preuve vivante d'un attachement manipulé jour après jour. La date de l'audience fut enfin fixée. Le jour venu, la maison fut silencieuse avant l'heure. On nettoya la vaisselle, on rangea les jouets, on prépara des vêtements propres. Ricardo plaça une petite voiture en bois sur la pelouse, comme pour conjurer l'angoisse. Ils allèrent tous ensemble au tribunal, Ricardo, Anna Clara, Béatrice, les garçons. Les enfants n'étaient pas convoqués pour être interrogés, conformément à la précaution prise par l'assistante sociale. Ils restèrent à l'écart, entourés d'un psychologue et d'une professionnelle formée, qui observait et protégeait. La salle d'audience était d'un aspect banal, mais pour eux, chaque chaise pesait. L'audience commença par l'énoncé des faits. L'avocate d'Anna Clara raconta l'histoire comme une narration humaine plutôt que comme un dossier froid. Elle parla des jours de pluie, des biscuits partagés, des nuits chantées, des gestes répétés. Elle ne nia pas l'existence du lien biologique de la famille Margaret. Elle reconnut que la filiation génétique existe et qu'elle doit être considérée. Mais elle insista sur l'idée que l'intérêt supérieur des enfants ne se réduit pas au seul facteur biologique. Elle présenta des photos, des attestations de voisins, des extraits du rapport d'assistante sociale. L'avocat de Margaret articula son discours autour d'un principe simple, la recherche d'une filiation authentique. La salle raclait des chaises en silence, quelques visages se crispaient, Dora Marcia témoigna ensuite. Elle expliqua, avec la retenue qu'exige son rôle, les anomalies trouvées dans les registres et le témoignage de Lucia. Elle parla de la responsabilité de l'hôpital, de la maladresse possible dans des moments de surcharge et des efforts entrepris depuis pour corriger les procédures. Son langage fut mesuré. Elle ne pointa pas du doigt l'hôpital comme un corps malveillant. Elle donna l'image d'une institution humaine, faillible mais consciente. Son témoignage fut crucial parce qu'il établissait l'existence d'un élément d'incertitude quant à l'attribution originelle des enfants. Incertitude qui ouvrira la porte à la question centrale, qui doit décider du futur des enfants. L'assistante sociale lut des extraits de son rapport avec une voix qui évitait l'émotion mais laissait transparaître l'évidence des liens. Elle parla des routines tissées, de la façon dont les garçons réagissaient à la présence d'Anna Clara, des jeux partagés, de la stabilité matérielle et du réseau affectif que la femme avait construit autour d'eux. Les phrases de l'écrit étaient nettes. L'attachement principal observé est celui avec la personne qui assume quotidiennement l'entretien affectif et matériel. Une séparation soudaine pourrait nuire au développement affectif des enfants. Ces mots, posés ainsi, avaient un poids juridique,
mais c'était surtout un poids humain. Puis vinrent les témoignages personnels, plus fragiles, mais plus puissants. Béatrice, petite silhouette qui tenait la main d'Anna Clara, fut interrogée d'abord par le psychologue. Il ne chercha pas des réponses juridiques, il chercha des besoins. Béatrice parla avec l'innocence d'une enfant. Elle décrivit les biscuits que sa maman Anna faisait, les histoires qu'on inventait, le goût des confitures. Ses paroles n'étaient pas des preuves génétiques, mais elles cartographiaient un paysage affectif qui parlait d'attachement concret. Ricardo prit la parole à son tour. Sa voix brisait parfois. Il dit qu'il cherchait la vérité, qu'il fallait réparer d'éventuelles erreurs, mais que la décision devait prioriser le bien-être des enfants. Il parla d'Elena, de son carnet, de son propre aveu d'avoir parfois manqué d'attention aux signes. Il parla aussi de son désir de construire une maison où tous les enfants puissent vivre ensemble, aimer. La sincérité de Ricardo, sa vulnérabilité, firent de mouche auprès de certains présents. Il y avait en lui une volonté de responsabilité qui n'annulait pas la douleur, mais semblait vouloir la résorber. Margaret exposa sa position ensuite, avec un ton plus dur. Elle parla de l'importance des racines, de la transmission. Son discours avait quelque chose d'ancestral, et cela rendait sa posture redoutable. Elle n'épargna pas ses mots. Elle affirma que la filiation biologique avait des droits immuables, que Béatrice devait être ramenée dans la famille, et que Miguel et Gabriel méritaient aussi des réponses. Sa détermination, pourtant, portait aussi des fissures. Un instant, on vit chez elle un regard perdu, la silhouette d'une femme qui, peut-être, protégeait davantage une idée d'elle-même que le bien-être des enfants. Lors de la clôture, l'avocate d'Anna Clara demanda au juge de considérer la réalité quotidienne, les attachements tissés jour après jour, et non seulement la pure énigme de la généalogie. Elle supplia que la décision tienne compte de l'impact émotionnel et du potentiel traumatique d'une séparation. L'avocate de Margaret, en revanche, proposa une procédure de vérification stricte, estimant qu'on ne pouvait confier des enfants à une personne qui, selon elle, avait bénéficié d'un détournement non élucidé. Le juge prit alors la parole comme celui qui doit transformer des vies par des mots concentrés. Il reconnut l'existence d'indices d'erreur administrative dans la maternité, la preuve d'un attachement fort entre Anna Clara et les enfants, ainsi que la volonté de Margaret de rétablir ce qui, pour elle, appartenait à sa lignée. Il parla de la nécessité de protéger les enfants avant tout. Après une longue délibération, il prononça sa décision. La garde principale de Béatrice resterait avec Anna Clara, la priorité étant accordée à la stabilité affective et au bien-être psychologique. Des modalités de visite équilibrées furent prévues pour Margaret, dans un cadre progressif supervisé, afin de protéger les enfants d'un changement brutal et de permettre, si possible, une reconstruction de liens sous supervision. La décision fut accueillie par un mélange de soulagement et d'amertume. Anna Clara pleura, mais ses larmes étaient des larmes de fatigue plus que de triomphe. Ricardo la prit dans ses bras, la serrant comme si, dans cet instant, la maison reprenait un peu de sa forme initiale. Margaret resta stoïque, visiblement blessée, mais elle ne s'écrasa pas en scène. Elle prit la décision comme un nouveau défi, un écueil à surmonter. La justice avait tranché, mais elle avait également laissé la porte ouverte à des rencontres guidées. Les jours qui suivirent la décision furent doux amers. La maison retrouva une respiration plus sûre, mais la mémoire de l'épreuve persistait. Les jumeaux, eux, réagirent de manière imprévisible, comme le font les enfants. Les progrès de la parole ne se firent pas en un claquement, mais en petites victoires. Il y eut un matin, 2 semaines après l'audience, où Gabriel se réveilla en pleurant et où Anna Clara, pressée de le consoler, glissa un mot doux. Gabriel, qui jusque-là n'avait jamais dit le mot, murmurait un son qui ressemblait à « Ma ». Miguel, en train de lui tendre un biscuit, s'arrêta, ouvrit la bouche comme pour tester la nouveauté, et prononça un « maman », hésitant, court, miraculeux plus par la sincérité que par la perfection. Personne ne fit de scène. On laissa le mot flotter dans la cuisine, timide comme un oiseau qui hésite à voler. Ces petites sorties de mots n'étaient pas des garanties de rétablissement, mais elles furent des preuves de possible. On vit alors quelque chose de fragile et magnifique, la manière dont la langue retrouve petit à petit ce qu'elle avait perdu. Les sons se succédaient en cliquetis, en syllabes, en essais qui ressemblaient à un puzzle que l'on reconstitue. À table, on inventa des jeux de sons. La maison réapprit à émettre des bruits distincts, des rires, des pas bruyants, des mots répétés. La reconstruction passa aussi par des gestes concrets. Ricardo, qui avait gardé une position de protection, commença à s'investir davantage dans la vie quotidienne. Il acheta des livres pour enfants, passa des après-midi à bricoler des petites choses avec Miguel et Gabriel, apprit à faire des crêpes avec Béatrice. Pour lui, la richesse se traduisit désormais en présence, non en apparat. Anna Clara, de son côté, trouva une force qu'elle n'aurait pas cru possible. Les nuits furent longues, mais elle tint bon.
Elle savait qu'il restait des regards hostiles, des conversations à tenir, mais elle voyait aussi la vie se refaire. Margaret, dans sa posture fièrement blessée, commença une route hésitante. Les visites supervisées furent tendues au début. Elle ne savait comment approcher ses enfants, qui, pour elle, semblaient appartenir d'une manière qui avait été volée. Mais au fil des semaines, on vit des instants qui semblaient minces. Elle apporta un petit jouet, resta silencieuse, tandis qu'un garçon lui tendait la main, puis retira la sienne, comme si elle craignait une brûlure émotionnelle. L'avocat de Margaret accepta la décision, mais fit savoir que la grand-mère ne renoncerait pas à chercher des moyens d'obtenir davantage de temps. La bataille n'était pas finie dans les cœurs. La décision judiciaire n'effaçait pas la douleur d'appartenance blessée. Le temps, ce grand réparateur inégal, fit son œuvre. 3 mois après le jugement, la maison avait un rythme nouveau. Un matin simple, Béatrice dessina à la table du jardin une maison avec beaucoup de fenêtres et y inscrivit « Famille » en capitale ronde. Elle offrit le dessin à Anna Clara et la regarda comme on regarde une promesse tenue. Les garçons jouaient ensemble, inventèrent des mondes où les rails d'un petit train étaient des frontières à conquérir. Miguel riait, puis prononça un mot entier et clair. « Anna ». Gabriel, plus timide, offrit un « maman » qui sonna comme une tentative solennelle. Les petits pas humains se succédaient et laissèrent derrière eux les traces d'une histoire qui, bien que marquée, n'était pas brisée. Quelques années plus tard, ils furent réunis pour un anniversaire simple. Ricardo avait préparé un gâteau et commis l'impardonnable faute de le couvrir d'un glaçage un peu trop sucré. Béatrice souffla les bougies avec un cercle d'enfants. Quelques voisins, une amie d'école, la grand-mère Margaret, qui était venue avec un pas plus mesuré mais non dépourvu d'affection. Le banquet était modeste, sans éclat ostentatoire. Il y avait des sandwichs, du jus, des rires. Les jumeaux, maintenant plus sûrs, disputaient une course dans le jardin. Miguel, en trébuchant, se releva aussitôt et appela « Papa » dans un élan qui fit sourire Ricardo jusqu'à l'œil. Ces mots, posés ici et là, devenaient des signaux d'une maison qui, désormais, portait plusieurs figures parentales. La relation entre Anna Clara et Margaret ne devint pas un conte de réconciliation parfaite. Il y eut des moments de froideur, des répliques qui rappelaient des blessures anciennes. Mais on observa aussi, petit à petit, des instants de réchauffement. Margaret apprit à reconnaître l'autorité aimante d'Anna Clara. Et Anna Clara, de son côté, sut tracer des limites claires sans effacer la possibilité d'un rapprochement. Elles eurent alors des conversations honnêtes, parfois brusques, parfois tendres. Elles convinrent d'un rythme pour permettre aux enfants d'explorer un lien qui, s'il était tardif, n'était pas interdit. La conciliation se construisit par gestes comptés et non par paroles grandiloquentes. Quant à Helena, à la place qu'elle occupait désormais, celle d'une femme disparue mais dont les traces guidaient encore les décisions, sa mémoire fut traitée avec respect et complexité. Les extraits de son carnet continuèrent à être lus par Ricardo lors de soirées solitaires. Il y trouva parfois des réponses et souvent des questions. Il resta convaincu que son devoir était de protéger la mémoire de son épouse sans en faire un bouclier pour l'injustice. Il prit, au fil des années, des décisions qui mirent en avant le bien-être des enfants, parfois au prix d'un conflit intérieur profond. La maison, autrefois musée, silencieux, devint un lieu de va-et-vient. Les voisins se rappelèrent d'épisodes d'angoisse ancienne, mais observèrent surtout la transformation. Les enfants, qui avaient porté le poids d'un secret non formulé, grandirent avec des histoires plus complètes. Béatrice garda sa place de fille d'Anna Clara, aimée, protégée. Elle grandit en sachant qu'il existait une complexité qu'on n'effaçait pas d'un trait. La vérité peut comporter des douleurs et des découvertes, mais elle n'enlève pas le droit de rester aimée par celle qui a donné son temps, sa chaleur et son courage. Dans le silence des soirées, quand les enfants dormaient et que la lumière tamisée laissait les ombres libres de raconter, Ricardo et Anna Clara repensaient souvent à la fragilité des vies. Ils ne se mirent pas d'accord sur toutes les lectures du passé, et parfois la fatigue fit émerger de vieilles blessures, mais la maison apprit à porter plusieurs voix et plusieurs lieux de parole. L'argent resta une donnée, il permit des soins, des voyages et un cadre matériel sécurisé. Mais la richesse la plus visible devint celle des liens tissés au quotidien. Un soir, plusieurs années plus tard, la famille entière se trouvait sur le même canapé, un peu plus usé, couvert de dessins, d'éclaboussures de peinture et de morceaux de gâteau. Miguel montrait fièrement à Ricardo et à Anna Clara un dessin de la maison avec des fenêtres colorées, et y avait collé un cœur à côté du mot « famille ». Gabriel, maintenant confiant, désigna sa place et déclara à voix haute « C'est ici notre maison ». Personne ne chercha à redresser la complexité de l'histoire. On la laissa se poser comme une partie du passé qui n'empêche pas l'avenir. La leçon qu'ils portèrent chacun à leur manière fut simple et difficile à la fois. Être parent n'est pas un titre que l'on acquiert uniquement par un certificat. C'est un travail quotidien, une succession de choix pour soutenir, consoler, éduquer
et laisser partir quand cela devient nécessaire. C'était aussi la preuve que la vérité peut être douloureuse et nécessaire, et que la justice, quand elle prend en compte l'humain, peut tenter de préserver ce qui compte le plus, la sécurité affective des enfants. La maison du millionnaire, jadis refuge de silence, devint le lieu bruyant d'une famille recomposée. On y célébra des anniversaires, on y partagea des repas moyens, on y fit l'éloge de petites victoires. Les blessures restèrent parfois sensibles, mais elles ne paralysèrent pas la vie. Des pages se tournèrent, d'autres furent relues, et chacun apprit à porter son histoire. Anna Clara continua de travailler, mais désormais elle n'était plus seulement une femme à la chambre d'un grand portail. Elle était reconnue, aimée et soutenue dans son rôle. Ricardo, qui avait autrefois cru pouvoir racheter tout avec l'argent, comprit que sa richesse trouvait un sens quand il choisissait d'être présent. Margaret apprit, à travers des visites mesurées, que l'amour se complexifie et qu'il est parfois possible de grandir. Et si la vie resta marquée d'une faute institutionnelle, d'un échange de nouveau-nés nés d'une série d'erreurs et de fatigues humaines, la reconstruction se fit par des gestes que ni papier ni loi ne peuvent jamais totalement prescrire. Les enfants, munis de nouvelles paroles, d'un foyer et de plusieurs figures d'attachement, avancèrent dans la vie avec la possibilité d'aimer et d'être aimés. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Dites dans les commentaires ce que signifie pour vous être une famille. Est-ce le sang, les actes quotidiens, la décision d'aimer, ou tout cela à la fois ?